Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue à Bordeaux où nous sommes ce matin avec Public Sénat en direct de TV7, la chaîne TNT du groupe Sud-Ouest, notre partenaire qui nous accueille avec d'autres partenaires, la Nouvelle République du Centre Presse, bonjour Baptiste Bise, avec Ouest France et puis également avec Sud-Ouest, nos confrères de Sud-Ouest qui nous accueillent ce matin sur ce plateau magnifique de TV7. Notre invité matinal, l'invité politique de Territoire d'Info et du Journal des Territoires, c'est Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre, vous êtes maire de Bordeaux, président de la métropole. Cette émission est également diffusée en direct sur les sites internet en flux direct, comme on dit, de la Nouvelle République.fr, de ouestfrance.fr et sur TV7 en rediffusion à midi et bien sûr sur TV5 Monde, notre partenaire. Nous allons aborder votre rôle de maire de Bordeaux et de président de la métropole en première partie avec les défis qu'attendent ce territoire. Et pour vous interroger, mes confrères sont avec moi ce matin. Alors Alain Juppé, il y a eu cette primaire, le résultat que l'on sait, cette présidentielle, l'affaire d'une vie. Vous êtes tout entier dans ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes à Bordeaux depuis. Vous prenez peu la parole sur le plan national. On vous remercie donc d'être avec nous ce matin. J'ai une première question. Est-ce que vous êtes encore heureux à Bordeaux ou est-ce qu'il y a une tentation de Venise ? Écoutez, ce matin, en arrivant de chez moi, je suis passé sur le pont Chaban. Il y avait un magnifique lever de soleil sur la Garonne. J'étais heureux. Et donc vous êtes heureux à Bordeaux, on peut le dire. Voilà, je vous le confirme. Je me consacre pour l'essentiel, bien sûr, à ma ville et à cette belle métropole, une des plus attractives de France. Il y a beaucoup à faire. Je ne chôme pas. On va en parler tout au long de cette émission. On va démarrer tout de suite avec la fracture territoriale. C'est une problématique qui concerne beaucoup de Français. Vous le savez, on l'aborde souvent dans Territoire d'Info. Bordeaux s'est doté d'une ligne à grande vitesse, la LGV. C'est un succès que le monde entier cite en exemple, mais cela pose aussi de nombreux problèmes, comme nous le décrit Clément Perrault de Public Sénat. Voici le Paris-Bordeaux. « 320 km/h. Voilà ce que nous vivons sur notre charmante commune de Marsas, 60 fois par jour, un véritable enfer. Et cela jour et nuit, de 4h30 à minuit 30. Un avion de chasse qui passe, tout simplement. Avec des pointes enregistrées au-dessus des 100 décibels, les nuisances sonores dépassent les 60 fixées par la loi. La maire de la commune a lancé une pétition pour que l'ISEA, la société concessionnaire de la voie, installe des protections sonores adaptées. On est dans un territoire qui aujourd'hui est devenu un territoire invivable, à tel point que les gens qui y habitaient jusqu'à aujourd'hui se retrouvent à se poser la question de savoir comment ils vont vendre leurs biens. À quelques kilomètres de là, une réalité aux antipodes. Voici le Bordeaux chic. Nous sommes dans le quartier des grands hommes. Dans le jargon immobilier, on l'appelle le triangle d'or. Avec Paris, à 2 heures en train, le secteur a pris 15% de valeur en 2017. Une flambée immobilière sans précédent. Et c'est plus de 10 000 euros du mètre carré. 11 000, 12 000, dans le top. À ce prix-là, le centre-ville devient inaccessible pour la plupart des Bordelais. Les Bordelais sont exclus du marché par les Parisiens. C'est un pouvoir d'achat nettement supérieur. C'est également un gros problème pour les jeunes étudiants qui ont besoin de se loger. Mais malgré ces problématiques, la nouvelle ligne TGV a renforcé l'attractivité de Bordeaux et facilite au quotidien la vie des usagers, professionnels comme particuliers. On est en train d'implanter une filiale d'une société parisienne à Bordeaux et c'est un des critères qui a compté, c'est effectivement le temps de transport pour aller à Bordeaux. On a des prix qui vont de 10 euros à des prix normaux comme 100 euros. C'est quand même très très pratique pour étudiants comme moi ou comme les professionnels. Le sens de l'histoire donc pour ceux qui l'utilisent et tant pis si cette nouvelle ligne laisse sur son passage des gagnants et des perdants. Alain Juppé, vous la prenez cette LGV ou vous prenez l'avion ? Très régulièrement, je ne prends plus l'avion. Voilà bien l'esprit français. Après une magnifique réalisation pour laquelle nous nous sommes battus pendant des années,
Tout commence par les inconvénients que cela comporte. Alors, je ne sous-estime pas, bien sûr, les nuisances que ça peut créer aux riverains, et je milite pour que des murs anti-bruit soient développés, bien sûr, par la SNCF, en tout cas par ceux qui sont responsables de la construction de la ligne. Sur ce qui a été dit aussi dans ce reportage, à savoir qu'on ne pouvait plus se loger dans Bordeaux, ça me fait un petit peu sourire, parce que dans le Sud-Ouest, mais j'y viens tout de suite, puisque c'est le sujet de votre reportage, les Parisiens qui habitent à Bordeaux évincent les Bordelais. Ce n'est pas vrai. Il y a une campagne à Bordeaux là-dessus. Non, mais ce n'est pas vrai. Plus de la moitié des Bordelais sont locataires. Et le journal Sud-Ouest a publié il y a 2 jours ou 3 jours un article montrant que les loyers n'avaient pas augmenté à Bordeaux depuis 2 ans. Et il faut rétablir un petit peu la vérité. Au total, la réalisation de cette ligne est un fantastique atout pour notre métropole et pour la région tout entière, parce qu'on y reviendra sans doute. Moi, je conteste absolument cette espèce de manie de dresser les territoires contre les métropoles. Il faut travailler ensemble. Moi, je crois fondamentalement au partenariat entre les métropoles et les territoires. Et je vous donnerai quelques exemples pour montrer que c'est ce que nous faisons. Et je rappelle, vous êtes président de la métropole, ici. Baptiste Bise. Vous nous tendez la perche avec les métropoles, sur les métropoles. On assiste effectivement à un phénomène mondial de métropolisation, où les métropoles concentrent les richesses, il y a une désertification rurale à côté. Vous-même, Bordeaux, vous êtes engagé avec des villes moyennes autour, dans des partenariats de développement. Est-ce que vous faites ça parce que vous redoutez les effets de cette fracture territoriale ? Et puis, question annexe, est-ce que vous pensez que la grande région Nouvelle-Aquitaine, maintenant, elle va accentuer ce phénomène en concentrant tous les centres de décision à Bordeaux, ici ? Ou est-ce qu'au contraire, elle va permettre de redistribuer ces richesses et de contribuer à un développement plus harmonieux sur l'ensemble du territoire régional qui, je le rappelle, comprend aussi le Poitou, les Charentes et le Limousin à présent? Voilà une vaste question. Je commencerai par dire que je me réjouis beaucoup que la France ait de belles et grandes métropoles. Parce qu'il n'y a pas que Bordeaux. Il y en a d'autres qui sont en développement, Nantes, Montpellier, etc. Je ne vais pas faire la liste. Pourquoi est-ce que je m'en réjouis? Parce que si vous projetez quelques décennies en arrière, quelle était la situation? Paris est le désert français. Vous vous souvenez de cette formule, qui n'est pas si vieille que cela. Aujourd'hui, il n'y a plus de désert français. Il y a des métropoles qui se développent et qui, pour beaucoup d'entre elles, ont la taille européenne, parce que nous sommes en concurrence avec Bilbao, avec Lisbonne et beaucoup d'autres. Alors, est-ce que ceci assèche le territoire? Parfois oui, et il faut y être très vigilant, parfois non. Je voudrais quand même rappeler qu'ici, en Gironde, le développement du territoire en dehors de la métropole, si on prend la croissance démographique, est plus rapide que dans la métropole. Donc voilà un cas dans lequel le rayonnement de la métropole profite à tout le monde. Et c'est ce que je veux continuer à faire. Il y a un exemple caractéristique, c'est le tourisme. Le tourisme fluvial, le tourisme vitivinicole part de Bordeaux, avec aujourd'hui notre magnifique cité du vin, les paquebots de croisière qui empruntent la Garonne, et ils rayonnent sur le Médoc, mais aussi sur le Saint-Émilion. Voilà un exemple de complémentarité. Je vais prendre un autre exemple très concret. Il y a peu de temps, j'étais à Angoulême. Et nous avons lancé à Angoulême une opération de promotion immobilière qui associe une emprise foncière dans Angoulême, très beau terrain d'ailleurs, et une emprise foncière dans Bordeaux. Et nous avons demandé aux promoteurs de faire une proposition conjointe sur ces 2 territoires pour qu'Angoulême puisse profiter de l'attractivité de Bordeaux. Vous voyez que si on joue à fond cette carte de partenariat, tout le monde en profite. Alors, je ne veux pas idéaliser. Il y a aussi, j'en ai bien conscience, des territoires ruraux qui sont en perte de vitesse, des villes moyennes qui sont en perte de vitesse. Mais si on s'y prend bien, je crois que tout le monde peut aller dans le même sens. Stéphane Vernet, vous connaissez bien la LGV, puisque vous, à Rennes, il y en a une également. Oui, on a observé les mêmes nuisances, celles qui étaient décrites dans le reportage, mais peut-être sans revenir sur cette question-là, il y a au bout de... Enfin, la ligne a été inaugurée cet été, vous avez un peu de recul aujourd'hui, le reportage mettait l'accent sur les points négatifs. Est-ce que vous pouvez développer les points positifs? Est-ce qu'il y a un avant et un après LGV à Bordeaux? Est-ce que, notamment au niveau des entreprises, vous sentez une capacité d'attractivité de cette nouvelle ligne? L'après-LGV, si je puis dire, a commencé avant. Parce que ça fait 10 ans que nous y travaillons. Nous avons lancé en 2008, si je me souviens bien, une des plus grandes opérations d'aménagement urbain de France qui s'appelle Bordeaux-Euratlantique, sur plusieurs centaines d'hectares, sur la ville de Bordeaux, de Bègles et de Floirac, autour de la gare. Et aujourd'hui, cette zone d'activité et de logement est en plein développement. Vous voyez que nous nous y sommes préparés et le résultat est déjà là. D'abord, une croissance démographique, pas dire qu'elle s'est accélérée formidablement depuis 1 an. Elle est de quel ordre aujourd'hui? Elle existait déjà. Nous gagnons à peu près 1500 habitants par an. Nous avons retrouvé un niveau de 250 000 habitants environ. Je voudrais quand même revenir là-dessus sans faire trop d'histoire. Au début du XXe siècle, Bordeaux avait 300 000 habitants.
Au début des années 90, à peine plus de 200 000. La population était partie. Quand j'entends dire aujourd'hui que les Bordelais quittent Bordeaux, je regarde ce qui s'est passé dans les décennies précédentes. C'est ce qu'on appelait l'étalement urbain. Et bien, Bordeaux a retrouvé son attractivité. On revient au centre-ville et beaucoup d'opérations nous permettent d'élargir un centre-ville qui était petit. Le triangle dont on a parlé tout à l'heure, c'était petit. Aujourd'hui, nous avons dilaté, si je puis dire, Bordeaux, avec une opération magnifique qui est celle des bassins à flot, et puis ce qui se passe autour de la gare. En termes d'emploi, beaucoup d'entreprises ont anticipé aussi l'arrivée de la LGV, et nous avons enregistré la venue de belles entreprises comme Hermès, par exemple, ou Ubisoft, ou beaucoup d'autres, notamment dans des domaines des technologies numériques. Vous voyez que la création d'emplois a atteint un maximum en 2016-2017. Nous sommes pratiquement à 7000 créations d'emplois sur la métropole, ce qui est tout à fait considérable. Et nous allons continuer, puisque nous avons des pôles extrêmement attractifs. Il n'y a pas que le vin à Bordeaux. Il y a bien sûr l'économie vitivinicole qui est très importante, mais nous sommes aussi un pôle aéronautique et spatial considérable. Là encore, un exemple concret, Thales a anticipé sur l'arrivée de la LGV et a investi 200 millions auprès de l'aéroport en créant un centre de recherche formidable. Ils étaient partis avec l'idée d'avoir un peu plus de 2000 salariés, ils arrivent à 3000 aujourd'hui avec des cadres et des chercheurs de haut niveau. Voilà ce que c'est que l'effet LGV. Je voulais revenir une seconde sur les prix immobiliers. D'abord, l'objectif sur l'emploi, c'est 100 000 emplois supplémentaires d'ici sur 2030. Voilà, d'ici 2030. D'ici 2030. On peut y arriver. Là, vous êtes dans les clous, vous pensez que vous allez y arriver? Et des emplois qualifiés, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, on dit qu'il y a un certain nombre d'emplois qui ne sont pas suffisamment qualifiés aujourd'hui à Bordeaux. Tous emplois. Nous sommes en déficit dans la filière numérique, vous le savez très bien. Aujourd'hui, la métropole a du mal à recruter des informaticiens et à les fidéliser. Et beaucoup d'entreprises sont à la recherche de personnes dans ces métiers. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accueilli autour des bassins à flot plusieurs établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans le numérique et dans l'informatique. L'aéronautique recrute. Et la région a eu une très belle idée en créant, vous le savez, près de Bordeaux, un centre de formation qui s'appelle Aérocampus et qui va se développer auprès de l'aéroport. Donc vous voyez que sur l'emploi, il est difficile de faire des prévisions effectivement à très long terme parce que va devenir le marché de l'emploi? Certains considèrent que les filières numériques vont détruire plus d'emplois qu'elles ne vont en créer. Ce n'est pas tout à fait mon sentiment, mais il y a quand même une vigilance particulière à avoir dans ce domaine. Alors, nous sommes en direct de Bordeaux avec Alain Juppé, président de la métropole, maire de Bordeaux. Alain Juppé, merci de nous accueillir ici. Les critiques concernant la gestion de la ville de Bordeaux ont été amplifiées récemment par la mise en cause... C'est curieux, on commence toujours par les critiques dans votre émission. Oui, vous savez, le problème, c'est que ce n'est pas nous qui les avons faites, c'est Laurent Non, mais il y a aussi Wauquiez, des éloges. Bien sûr, on pourrait en trouver. Le président de votre famille politique, les Républicains, qui était à Lyon et qui, devant les étudiants, a déclaré, peu après d'ailleurs, il a déclaré que c'était à son insu, d'ailleurs, que vous auriez, selon lui, cramé la caisse à Bordeaux. Alors, on va examiner l'état de la caisse, c'est le cas de le dire, à Bordeaux, tout de suite avec un reportage de Clément Perrault de Public Sénat, car l'opposition a sauté sur l'occasion, évidemment. On l'a longtemps surnommée la Belle Endormie. Mais Bordeaux s'est réveillée. La ville a investi dans des projets ambitieux et onéreux. La Cité du Vin, inaugurée en 2016, a coûté 81 millions, dont 31 pour la municipalité. La cité municipale, qui regroupe les services de la ville, a elle ouvert en 2014 pour un coût total de 72 millions, financé pour moitié par la mairie. Enfin, le plus gros chèque a été sorti pour le stade Matmut Atlantique, construit pour l'Euro 2016. 210 millions, dont la moitié payée par la ville. Des investissements lourds qui ont endetté la municipalité gérée par Alain Juppé. Le maire est accusé d'avoir cramé la caisse, selon l'expression employée par Laurent Wauquiez, mais aussi par des élus de l'opposition. Moi, je considère même qu'il a carbonisé les caisses. Parce que si on regarde les projections que le maire de Bordeaux veut bien nous communiquer, notamment à l'occasion des débats d'orientation budgétaire, eh bien, on s'aperçoit que l'épargne dette, finalement, ce qui nous resterait pour investir, sera négatif en 2020. Et ce n'est pas tout. Un rapport de la Chambre régionale des comptes reproche à la mairie d'avoir arrangé ses comptes pour dissimuler la croissance de son endettement. Cette dette se chiffre autour de 300 millions d'euros. Elle est assumée par l'équipe municipale qui justifie ses investissements par la croissance démographique. La métropole accueille plus de 10 000 nouveaux résidents par an et pourrait dépasser le million d'habitants en 2030. La ville de Bordeaux, elle est en financement, j'allais dire, constant, après avoir connu, c'est vrai, 2 à 3 années de très forts investissements. Aujourd'hui, les comptes de la ville sont stabilisés. Nous n'avons pas un endettement plus élevé qu'ailleurs, d'ailleurs un peu moins élevé que la ville du Puy-en-Velay.
Alain Juppé remettra son mandat en jeu en 2020. Il n'a pas fait part de ses intentions, mais à en croire les élus du territoire, il semble que la tendance soit à une nouvelle candidature. Alors, Alain Juppé, J'apprends évidemment... beaucoup de choses en venant chez vous. Il paraît que je vais me représenter, donc voilà, c'est une nouvelle... Ah, vous le confirmez, ça serait bien. Je prends acte. Non, j'ai expliqué que je me prononcerai le moment venu. Enfin, à vous en croire, la décision est déjà prise, ça m'amuse un petit peu. Alain Juppé, au fond, un homme politique comme vous, qui avait eu cette vie-là politique, on a l'impression qu'il serait moins sensible aux critiques que d'autres. Or, vous, on a l'impression que vous avez une sensibilité extraordinaire à la critique. Si je vous dis que vous êtes un mauvais journaliste, vous allez aimer ça, vous. Tout le monde est sensible à la critique, naturellement, surtout quand elle est erronée. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit ici. La Cité du Vin, c'est un investissement de plus de 80 millions d'euros, c'est vrai, c'est important. 450 000 visiteurs. Ça va être amorti très vite. Et le rayonnement touristique de la ville en profite plein pot. Ce que je viens de faire installer à côté de la Cité du Vin, la halle des produits d'Aquitaine, est un succès formidable. Je pourrais dire la même chose sur le stade. Nous avons un grand stade, un beau stade, ce qui va nous permettre d'accueillir la Coupe du Monde de rugby et des matchs des Jeux Olympiques, notamment dans le domaine du football. Voilà, donc ce sont des investissements productifs. Quant à la dette, pas entrer dans le détail des chiffres. Dans la loi aujourd'hui, on dit aux collectivités territoriales, si vous vous rapprochez d'un délai de 12 ans pour rembourser votre dette, attention, alerte. Bordeaux est à 7 ans, presque moitié moins. Il restera à 7 ans jusqu'à la fin de la mandature. Voilà, je pourrais allonger bien sûr les chiffres, donc tout ceci me laisse paisible, même si je suis sensible à la critique. Vous savez, moi je suis... pas du tout, introverti, comme on le dit souvent. J'écoute beaucoup ce qu'on dit et je constate que les Bordelais, au total, me font confiance. Mais Alain Juppé, même s'ils ont des conséquences positives, tous ces grands équipements qui ont été financés par la ville de Bordeaux, est-ce qu'il n'y en a pas eu... Pas uniquement par la ville. Oui, pas uniquement par la ville, c'est vrai, mais aussi par la ville. Est-ce qu'il n'y en a pas eu un moment trop, dans un laps de temps très court, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, la situation des finances de la ville est tendue? Ça, c'est un fait. La situation peut être tendue demain, mais pourquoi? Dans tout ce qui a été dit, il y a un sujet qui est totalement zappé. Comment ont évolué les recettes que nous devait l'État? Nous avons perdu des dizaines de millions d'euros du fait des coupes budgétaires drastiques qui ont été opérées, pas simplement à Bordeaux, sur l'ensemble des collectivités locales. Et il est vrai que si j'avais connu en 2008 ce qui allait se passer à partir de 2014, c'est-à-dire des baisses de dotation spectaculaires, peut-être n'aurait-on pas investi tout ce que nous avons investi. Mais je ne le regrette pas. Et aujourd'hui, nous faisons face. Je vous rappelle que nous devons limiter nos dépenses de fonctionnement, la croissance de nos dépenses de fonctionnement à 1,2%. Nous allons y arriver. Nous allons signer ce contrat avec l'État. Vous devez faire des économies, finalement. C'est ça. On fait des économies. Est-ce que c'est dans le personnel? On fait des économies partout. Vous savez ce que c'est dans une entreprise de presse aussi. Quand on fait des économies, on en fait partout. Nous avons aussi, en application de la loi, mutualisé un certain nombre de services que nous avons transférés à la métropole. Et là, il y a des effets d'échelle en passant des commandes communes entre les villes qui ont mutualisé, on arrive à obtenir des rabais sur les prix des marchés publics de l'ordre de 5 à 10%. Vous voyez que les économies d'échelle, ça existe aussi, c'est une question de gestion, et donc nous nous sommes mis dans les clous, et nous sommes dans les clous malgré cette baisse très significative des concours de l'État. Alain Juppé, est-ce que ça a été une erreur de supprimer la taxe d'habitation ? Elle n'est pas encore supprimée, donc elle est en partie allégée pour une partie des contribuables sur 30%. Je suis inquiet pour la suite, parce que d'abord, si c'est un mauvais impôt, comme on nous le dit, il faut le supprimer pour tout le monde. Et la question est de savoir par quoi on va le remplacer. Si on prive les collectivités territoriales de toute autonomie fiscale, eh bien cela va au rebours de la décentralisation. Mais l'engagement de l'État de compenser à l'euro près Bien sûr. Alors pour l'instant, c'est... Vous méfiez de l'engagement du gouvernement de compenser oui, à je l'euro connais près. bien Bercy, et pour cause. Je sais que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme on dit. Donc c'est compenser la première année. Je serai très vigilant. Nous serons très vigilants, nous, tous les maires, tous les présidents d'intercommunalités, sur ce qui va se passer les années d'après. Et je le répète, par quoi va-t-on remplacer la taxe d'habitation ? Baptiste Bise. La métropole a 1 million d'habitants. C'est vrai que non, pas encore. Ah oui, l'objectif. Oui. Métropole n'a pas aujourd'hui a 1 million d'habitants. Aujourd'hui, on est à 750 000. Oui, alors effectivement, on voit les loyers qui ont déjà flambé, enfin le prix de l'immobilier, les prix de l'immobilier, pardon, pas les loyers. Les prix à l'achat, pas les loyers. Je voudrais rappeler que dans les programmes que nous développons aujourd'hui, il y a partout 35% de logements locatifs sociaux, ce qu'on appelle les HLM traditionnellement. Là, les loyers sont réglementés.
Nous essayons aussi d'arriver à 20% d'accession sociale à prix maîtrisé. C'est difficile parce que le foncier coûte cher, mais vous voyez que cette fameuse flambée des prix ne concerne pas l'ensemble du marché. Pas que les prix de l'immobilier, mais une rocade sous-dimensionnée, des transports en commun qui commencent à être saturés. 1 million d'habitants, on se dit, est-ce qu'au bout d'un moment, vous ne craignez pas que ça nuise à l'attractivité de Bordeaux et que finalement des métropoles moyennes et d'ailleurs, j'ajoute, en profitent et que les gens se disent finalement on aurait une meilleure qualité de vie dans des villes comme Poitiers, Limoges ou Pau. Il y a des maires ici de la métropole, des élus même de votre majorité qui disent qu'il faut freiner maintenant. Ça va trop vite et il n'y a pas suffisamment d'infrastructures et de services. C'est une vraie question. Nous avons des infrastructures suffisantes et nous continuons à investir massivement dans les transports en commun. Là, si vous avez traversé Bordeaux, vous verrez qu'il y a des chantiers partout, notamment la nouvelle ligne de tramway, une ligne de bus à haut niveau de service. Donc nous continuons à investir dans les transports en commun et nous avons déjà un réseau de transports publics qui accueille 150 millions de passagers par an. C'est un très grand succès. Le tramway est un très très grand succès. Alors parfois, il est un peu victime de son succès. Alors le million d'habitants, c'est vrai que nous avions lancé avec mon prédécesseur, Vincent Feltès, ce slogan il y a quelques années parce que ça nous apparaissait simple et que l'idée c'était de se hisser au niveau d'une métropole européenne, que nous ne sommes pas encore tout à fait, parce que la métropole de Bordeaux, 750 000 habitants, c'est une petite métropole en termes d'habitants, si on se compare à beaucoup d'autres. Je reconnais qu'aujourd'hui, l'objectif de la croissance démographique n'est pas un objectif en soi. Ce que nous voulons faire, c'est continuer à croître, bien sûr, mais en préservant notre qualité de vie. Et c'est cela le souci d'un certain nombre de maires, parce que quand on densifie trop la construction, d'abord, ça provoque des réactions négatives de la part des riverains. Pas dans mon jardin, vous connaissez la formule célèbre. Et ensuite, cela exige des collectivités territoriales, des équipements de proximité, des groupes scolaires en particulier. C'est une dépense obligatoire que certains n'ont pas la capacité à assumer. Donc il faut trouver ce point d'équilibre entre l'attractivité qui amène de la population, pas simplement à Bordeaux aussi, dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, enfin dans l'essentiel de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment sur la côte, et puis cette qualité de vie à laquelle nous tenons. C'est tout ça l'exercice de bonne gestion d'une collectivité. Alain Juppé, vous avez parlé tout à l'heure de votre succession, Stéphane Vernet. Non, c'est vous qui en avez parlé, pas moi. Ouais, alors on a bien compris que c'était pas le sujet du jour. C'est pas le tempo. Si c'est pas vous en 2020, qui est-ce qui ce pourrait... sera quelqu'un d'autre. Alors qui Bon, il y a des grandes richesses, des grandes ressources dans ce territoire. À l'extérieur ou à l'extérieur, à l'intérieur. Moi, je suis venu partiellement de l'extérieur. Je suis un peu un enfant du pays. J'ai passé toute ma jeunesse à Mont-de-Marsan et j'avais ma famille grand-paternelle à Bordeaux. Mais voilà, donc le jeu est ouvert, c'est la démocratie. Qu'est-ce qui va peser dans votre décision, puisqu'elle n'est pas encore prise, de vous présenter ou pas? Toute une série de facteurs, et en particulier... ma capacité à poursuivre la tâche avec toute l'énergie que cela comporte. Voilà, j'ai toujours pensé que... Ça, vous ne savez pas aujourd'hui si vous l'avez ou non? Je l'ai aujourd'hui. Si aujourd'hui, je vous confirme que je l'ai, mais on n'est pas en 2020. Mais 2020, c'est demain. Quand est-ce que vous vous prononcerez, en fait? Le moment venu. Il n'y a pas le feu. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de continuer à travailler. Il y a des tas de projets. Je vous ai parlé de ce que nous faisons en matière de transport. En ce moment, je suis en train de gérer, c'est curieux que vous ne m'ayez pas encore parlé, ça va peut-être venir, la question du stationnement, qui est un sujet de frustration à Bordeaux depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que c'est difficile de stationner à Bordeaux. Donc on essaie de développer une politique d'ensemble pour faciliter les choses. Voilà mon ordre du jour actuel, si vous voulez. C'est un peu compliqué, mais est-ce que vous connaissez... Vous êtes revenu en arrière sur... Oui, absolument, parce que moi j'écoute. Vous connaissez une seule ville de France où c'est pas compliqué? Non, il y en a beaucoup, les gens râlent, effectivement, notamment avec les FPS, les nouvelles amendes qui sont très élevées. Oui, vous avez raison, parce qu'on a eu la conjonction de deux phénomènes à Bordeaux. On a étendu le stationnement payant résidentiel avec un objectif très clair. On ne peut pas stationner dans les quartiers à Bordeaux, quand on habite dans un quartier. Ça fait 20 ans qu'on me dit ça. Et donc l'idée du stationnement résidentiel, c'était de libérer la voirie des véhicules ventouses qui arrivent le matin et qui restent toute la journée, parfois toute la semaine. Ça marche. Et dans les quartiers où on l'a fait, à l'intérieur des boulevards, je suis en permanence sollicité pour qu'on l'étende dans les rues où ça n'existe pas encore. On s'abonne pour 15 € par mois et on peut stationner. Alors, on a essayé d'étendre cela au-delà des boulevards. C'est vrai que je ne l'avais pas annoncé dans ma campagne parce que je pensais que ça correspondait à une attente. C'est pour ça que vous êtes revenu en arrière, parce que c'était... Patatras, ça s'est conjugué avec la mise en place de ce qu'on appelle le FPS, c'est-à-dire le forfait post-stationnement qui remplace les amendes. Expliquer à quelqu'un qu'un forfait, c'est pas une amende, c'est extrêmement compliqué. Ça revient au même. Donc,
bien sûr, c'est évident. Je le dis avec un point d'humour. Donc c'est pour ça que ça compliquait considérablement les choses. Donc j'ai écouté ce qu'on m'a dit dans les 2 quartiers à l'extérieur des boulevards où on envisageait d'étendre le stationnement payant. Et puisqu'il y avait une majorité apparemment, enfin celle qui s'exprime en tout cas, contre cela, j'ai dit on va différer, on verra plus tard. Dans le même temps, on a considérablement allégé la grille tarifaire dans la zone où le stationnement payant existe, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des tarifs parmi les plus bas de toutes les grandes villes de France. Alors, on va passer maintenant, Alain Juppé, à un dossier sensible, c'est la colère des salariés qui est incarnée par un ancien candidat à l'élection présidentielle qui travaille dans cette usine. Je parle de l'usine Ford de Blanquefort, bien sûr, et je parle de Philippe Poutou. Il se trouve qu'il a trouvé en vous un allié de circonstance et de poids, d'ailleurs. Poutou Juppé, dans un ticket pour sauver l'usine Ford, qu'il aurait cru. Il vous interpelle au micro de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Monsieur Alain Juppé, bonjour. Donc on a perdu l'habitude de se serrer la main, mais on peut se parler par caméra interposée. Donc évidemment qu'on sollicite vous, Alain Juppé, et puis l'ensemble des pouvoirs publics, et on compte sur vous, sur le fait que ce ne soit pas juste des paroles ou une indignation verbale à l'égard de Ford, mais qu'il y ait réellement derrière une volonté des pouvoirs publics, de l'État, de forcer Ford à rester, de forcer Ford à respecter ses obligations à l'égard des collectivités et de la population. Donc oui, pour nous, la seule solution, c'est que Ford reste, et il faut se donner les moyens pour imposer ce choix-là. Et assurer ainsi l'avenir du site et celui des 900 emplois directs et des 3000 emplois induits dans la région. Cela fait maintenant des années et des années que l'État et l'ensemble des collectivités locales, la région, le département, la métropole, la ville de Bordeaux, la ville de Blanquefort, sur laquelle se trouve l'usine Ford, se battent ensemble, vraiment au coude à coude, pour essayer de pérenniser l'activité de cette usine. Ford s'est mal comporté depuis des années, et nous amener en bateau, il faut bien dire les choses, en reportant mois après mois des décisions tout à fait fondamentales. On la voyait arriver, cette décision ? Oui, enfin, on espérait que Ford tiendrait des engagements qu'il avait pris sans les prendre. Tout particulièrement au cours des derniers mois, il était question de confier à l'usine une nouvelle boîte de vitesse, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui lui assure un plan de charge pour les années à venir. On nous a dit que ça se présente bien. L'usine, et je voudrais rendre hommage aux salariés qui sont extrêmement performants, l'usine aujourd'hui est à très bon niveau de compétitivité. Puis patatras, on nous annonce il y a quelques semaines maintenant que cette boîte de vitesse ne sera pas confiée à l'usine et que donc elle va fonctionner jusqu'en 2019 et sans doute pas plus. Donc ceci est inacceptable et donc nous sommes mobilisés. Je voudrais remercier Bruno Le Maire, comme l'avait fait Christine Lagarde en son temps, d'avoir convoqué les dirigeants de Ford pour exiger d'eux des engagements précis qui ont du mal à venir. Et quand ce syndicaliste nous dit qu'il faut exiger de Ford qu'il reste... oui, ça va être difficile. Par contre, il peut y avoir un repreneur. Vous pensez que c'est possible d'avoir un repreneur assez vite? Il y a le président de la Chambre de commerce ici qui a évoqué des repreneurs, notamment un Allemand. La priorité aujourd'hui, c'est d'obtenir que Ford assure le fonctionnement de l'usine jusqu'en 2019, comme il s'y est engagé dans le bureau du ministre de l'économie et des finances. Et ça, c'est pas encore tout à fait gagné. Au-delà, il faut évidemment envisager des différentes hypothèses, parce que aucun gouvernement ne pourra imposer à Ford de rester si les dirigeants américains de Ford décident de se retirer. Et donc, il faut effectivement anticiper ce qui peut se passer au-delà de 2019. Le maire de Bordeaux, qu'est-ce qu'il peut imposer à une entreprise de son territoire? Vous avez des leviers concrètement ou pas? Nous avons des leviers par pouvoir public interposés. Mais vous, directement, non? Directement, nous pouvons joindre notre voix à tous les autres et mettre Ford devant ses responsabilités. Aucun moyen nous avons quelques réels. Nous avons donné, toute collectivité confondue, 15 millions d'euros de subventions à Ford pour qu'il modernise ses usines. Donc un premier levier que nous avons, c'est que si les engagements ne sont pas tenus, nous pouvons demander le remboursement de cette somme. Bien sûr, et nous le ferons naturellement, encore qu'une partie soit déjà versée. Donc voilà, mais c'est un levier dont il ne faut pas surestimer la puissance. Est-ce que ça veut dire que notre pays est condamné à perdre son industrie? Pardon? Est-ce que ça veut dire que notre pays est condamné à perdre son industrie? Parce qu'on voit finalement les sites industriels qui ferment assez régulièrement. Il y a d'autres entreprises industrielles qui se développent. Je parlais de Dassault qui vient de rapatrier plusieurs centaines d'emplois à Bordeaux dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace. Alors les filières numériques, c'est pas tout à fait de l'industrie, mais quand même. Donc je ne pense pas du tout que l'industrie française soit condamnée. On voit même aujourd'hui qu'elle est en train de redémarrer, grâce à l'amélioration de la conjoncture et grâce à un certain nombre de mesures qui
lui ont permis de rétablir sa compétitivité. Il n'est pas question de tirer un trait sur l'industrie. Alain Juppé, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, après la météo. Dans quelques instants, je voudrais remercier Stéphane Vernet de Ouest France, qui dirige le bureau parisien, le plus grand quotidien régional français. Bruno Bézial, responsable des éditions en Gironde de Sud-Ouest. Merci Bruno. Et Baptiste Bise, responsable départemental et journaliste de la Nouvelle République et de Centre Presse. Alain Juppé, vous restez avec nous. On est en direct de Bordeaux. Voilà, à tout de suite. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français d'outre-mer. À tout de suite avec Alain Juppé en direct de Bordeaux. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.